Alors, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, mon nom c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. Spiritour, on est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter puis faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Alors, quoi de mieux que partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors, on a un beau chemin à vous proposer qui est le chemin portugais. C'est déjà la troisième ou quatrième année qu'on l'organise avec Sylvie Cahouette, qui est notre accompagnatrice, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le cadre de notre journée porte ouverte. Aujourd'hui, il y a 4 présentations. Alors, on avait à 13 heures la présentation du voyage ressourcement au Vietnam. À 14 heures, le chemin de Compostelle, le chemin portugais. À 15 heures, on va avoir le pèlerinage en Grèce sur les pas de Saint-Paul avec Édouard, le père Édouard Chatov et Marie Zizis en collaboration avec Prions en Église. Et à 16 heures, on va voir le pèlerinage en Italie du Nord avec l'abbé Éric Vaillancourt. Ensuite, on va avoir un petit tirage avec quelques prix de présence si vous faites toute la journée avec nous. Ça va être le même lien tout le long de la journée. On va peut-être faire des coupures entre les présentations, mais vous pouvez toujours vous rebrancher là, quelques minutes avant l'heure de chaque présentation. Alors, voilà, on devrait pouvoir commencer. Alors, ça sera pas long. Sylvie devrait être avec nous dans un instant. Compostelle, peut-être vous dire quelques mots sur le chemin Compostelle portugais. Alors, c'est vraiment un chemin extraordinaire. Vous allez voir l'itinéraire en images tout à l'heure. On va vous présenter le PowerPoint. Sylvie va pouvoir commenter, vous parler un petit peu de l'expérience que vous allez pouvoir vivre là-bas. Et puis, après la présentation de l'itinéraire, donc, il y aura une période de questions où vous pourrez interagir avec nous, soit en posant vos questions dans le chat ou dans le Q&A pour questions et réponses. Vous devriez voir ça dans le menu en bas ou en haut si vous êtes sur une tablette, là, dépendamment de votre appareil. Et puis, vous pouvez aussi lever la main. Hein, vous avez ça aussi dans votre menu ou raise hand si vous avez la version anglaise. Et donc, en voyant votre main levée dans la période de questions à la fin, on pourra vous permettre d'ouvrir votre micro pour poser vos questions en direct ou donner vos commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'interaction avec avec nos spectateurs. Donc, c'est ça. Le voyage va partir le 15 mai. Vous vous rendez à Porto. Et donc, vous allez partir de Porto, au Portugal, et vous allez faire le chemin portugais jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, la durée totale du voyage, elle est de 18 jours, 16 nuits. C'est ça, incluant là, les jours de voyagement. Alors, au total, je pense que vous marchez 10-12 jours à peu près. Sylvie va pouvoir vous préciser tout à l'heure. Voilà, vous marchez environ en moyenne 20 kilomètres par jour. Et donc, voilà, c'est pour l'itinéraire. On va tout vous présenter ça en images. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Sylvie. Je viens juste de lui parler. Elle avait des petits troubles techniques. Elle ne devrait pas tarder. Alors, ce que je peux faire, peut-être en attendant qu'elle réussisse à se brancher, je viens juste envoyer le lien. Donc, je vais la présenter. Ça ne marche pas. Je pense qu'elle m'a envoyé un petit message. Bon, OK. Alors, on va présenter notre accompagnatrice qui a déjà beaucoup d'expérience de Compostelle. Alors, je vous partage l'écran. Voilà. Donc, notre accompagnatrice, Sylvie Cahouette, elle a fait l'expérience du chemin de Saint-Jacques en 2017. Elle est partie de Puy-en-Velay et finissant en Espagne à Finistère, au bout de la terre, pour un pèlerinage de 1600 kilomètres en 70 jours de marche.
Durant son chemin, il a été touché profondément à son rêve de devenir guide accompagnatrice de voyage et d'amener d'autres personnes à vivre cette expérience incroyable qui est le pèlerinage sur les chemins de Compostelle. Elle y est retournée en 2019 avec 3 autres pèlerins et d'avoir vu le bonheur dans leurs yeux en arrivant à la cathédrale, ça l'a convaincue d'en faire sa mission. Elle a donc entrepris de suivre le cours de guide accompagnatrice de voyage. Elle s'est jointe à l'équipe de Spiritour et aujourd'hui, elle accompagne les gens dans leur voyage spirituel. Je précise qu'elle accompagne aussi des groupes au Pérou. Donc, elle a 2 voyages en 2025. Aussi un voyage, un petit peu de marche, mais pas autant. C'est pas comme un Compostelle, mais vous allez faire des marches aussi au Pérou si vous avez le goût de la suivre. Bon, ben, bonjour tout le monde. Oui, ce qui fait que ça va être ma 5e fois que je retourne sur le chemin portugais. Pour moi, c'est le chemin, je l'ai appelé un chemin de beauté parce que c'est réellement ça. On va à la rencontre de la beauté humaine, de la beauté des fleurs du Portugal, de l'Espagne, les forêts d'eucalyptus. Puis, on découvre notre beauté intérieure aussi à force de marcher. Pour moi, marcher le chemin portugais, ben, on marche le long de l'océan Atlantique. Donc, c'est les plages, le son, les goélands, les vagues. C'est, euh, c'est très ressourçant. Et il y a des grands moments de silence aussi qu'on marche sur les passerelles de bois. Puis tout ce qu'on entend, c'est nos pieds sur les passerelles avec la mer. C'est très méditatif. Pour moi, c'est un retour à l'intérieur de moi dans un environnement extraordinaire. Donc, c'est ça. Mhm. Merveilleux, Sylvie. Je pense que tout le monde t'entend bien. Je vais vous inviter à répondre dans le chat. On va te garder avec nous, Sylvie. Je pense que ta voix est assez claire. Et puis, je vais y aller une diapo à la fois. Je vais lire comme la petite présentation et puis je vais te laisser, ou à moins que tu l'aies devant toi quand même, le PowerPoint, je pourrais te laisser y aller, puis je te suis. Oui? Mhm. Mais en attendant que je le trouve, continue, Oui, tu peux aller dans le diapositive parce qu'on n'a pas parfait, beaucoup de temps. parfait. Juste me dire l'endroit, puis je vais dire comment ça va se passer. Exact. OK, super. Alors, vivez une expérience inoubliable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par le chemin portugais à la façon traditionnelle. On offre l'hébergement en refuge de pèlerins, la marche avec le sac à dos en parcourant en moyenne 20 km par jour. Donc, c'est un appel au dépassement physique, mental et spirituel recommandé pour les marcheurs aguerris. Oui. Donc, c'est principalement plat. Donc, c'est quand même assez facile. Puis, on dit une moyenne de 20 km par jour. Les premiers jours, on marche moins de kilomètres pour bâtir notre endurance. Puis, le plus qu'on fait, je pense, c'est 25 ou 26. Puis, mais ça se fait très, très bien. On n'a pas besoin d'être des grands randonneurs pour faire ce chemin-là. Parce qu'on on traverse pas de chaînes montagneuses comme les autres chemins. Merveilleux. Très bien. Alors, le départ se fait de Montréal. Vous arrivez le lendemain à Porto. Donc, vous allez installer à l'hébergement à Porto, puis après-midi libre pour explorer le charme de la ville, qui est vraiment magnifique. Vous pourrez flâner dans le quartier de Ribera, profiter des terrasses, des boutiques artisanales, puis admirer le Douro, le fleuve qui traverse la ville de Porto, admirer les bâtiments colorés et ne manquez pas une visite dans une cave à Porto pour faire la dégustation de ce vin au nom éponyme. Donc, vous avez une soirée de libre. Et là, le lendemain, donc là, vous allez commencer votre première journée de marche vers la Bruges dans l'ambiance maritime en admirant les plages, les dunes et la faune locale. Vous allez dormir à la Bruges. Au total, cette journée-là, c'est 14 km, environ 3 heures et quart de marche. Oui, c'est ça. On part directement de l'hôtel.
on descend vers le bord de l'eau, puis on suit le bord de l'eau toute la journée. Puis on va Mhm. à cette auberge-là, qui est quand même une assez grosse auberge. Faut se préparer, il va y avoir beaucoup de pèlerins, mais c'est pas de même tout le long. C'est qu'à la Bruche, c'est la seule auberge qu'il y a de disponible. Mhm. OK. Super. On continue. Jour 4 de la Bruge à Villa do Conde. Donc, après le petit déjeuner, vous partez pour la belle journée de marche le long de la mer, toujours. Nuit à Villa do Conde, donc 12 kilomètres de marche, environ plus ou moins 3 heures de marche. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc, Villa de Condé, c'est vraiment, vraiment une belle place. Puis, on est près du bord de mer. Donc, on peut descendre puis y aller sur le bord de la mer, se tremper les pieds. La mer est froide à ce moment-là, mais s'il y en a qui veulent se baigner, qui sont, qui sont courageux, ben, ils peuvent le faire, mais c'est vraiment un très, très beau bord de mer avec des très beaux restaurants directement sur le bord de mer. Super. Jour 5, donc c'est une étape plus facile. Vous allez emprunter des passerelles en bois. Vous allez passer par Póvoa de Varzim. Vous visiterez l'église de San Miguel d'Apulia. Vous rentrez dans la première forêt d'eucalyptus et traversez le pont Louis-Philippe, inspiré du style Eiffel. Nuit à Esposende, 23 kilomètres, environ 5h45 de marche. Oui, c'est ça. Euh, Mhm. oui, cette journée-là, c'est principalement de la passerelle de bois. Puis, on traverse justement par bord de Varzim. Varzim, c'est très difficile à prononcer. C'est facile à lire, mais pas à prononcer en portugais. Puis, il y a des petites églises portugaises, là, blanches avec les grosses pierres grises sur les coins. On prend le temps aussi de rentrer puis se ressourcer puis aller à l'intérieur de soi-même. Donc, Mhm. une très belle journée cette journée-là. Excellent. Continue le Esposende à Anna. Nous retrouvons le bord de l'eau que nous suivrons une bonne partie de la matinée. Nuit à Anna, 21 kilomètres, 5h45 de marche. Oui, c'est une nouvelle étape que j'ai choisie l'année passée parce que les autres fois, c'était trop, puis on finissait avec une grande côte à monter puis un long pont à traverser. Donc, Anna, puis l'année passée, c'était notre première fois. Quelle belle découverte que cette auberge-là. Il y a un beau jardin. L'aubergiste, elle nous fait une soupe aux légumes. C'est de toute beauté. Hmm. Le lendemain matin, c'est là qu'on monte la côte, puis on traverse le pont, mais on est en pleine forme. Mhm. Super. Donc, vous partez de Anna pour monter la Serra de Santa Luisa, 150 mètres d'altitude, puis des sentiers forestiers et passerelles en bois. Nous mènerons à la charmante ville côtière de Villa Praia de Ancora par la plage, 26 kilomètres, 6h15 de marche environ. Oui, c'est Praia de Ancora, c'est mon coup de cœur au Portugal. C'est notre dernière ville qu'on va. Puis c'est tellement une belle place. Au fait, à cette place-là que je donne le choix aux pèlerins de continuer sur la passerelle. Ils vont traverser un petit pont avec la rivière. C'est très, très beau. Ou on débarque des passerelles, on enlève nos bottes, puis on continue sur la plage. Hmm. Puis, on traverse, si la marée est pas trop haute, on peut traverser à pied le courant de la petite rivière, qui on en a un maximum aux genoux. Après ça, ça serait trop dangereux, mais je l'ai fait deux ou trois fois, puis c'est vraiment une belle étape. Puis, c'est, c'est une ville, euh, qui est très, très, très prisée par les Portugais pour aller en vacances. Il y a un boardwalk sur le bord, tout le long de la plage. Puis c'est magnifique. C'est plein de restaurants sur le bord. Puis c'est vraiment une belle place parce qu'il y a la rivière qui se jette dans la mer.
c'est tellement beau. Puis les couchers de soleil sont extraordinaires. Donc, c'est à voir. Ça, c'est tellement une belle étape, là. Ouais. Mhm. Super. Jour 8, Villa Praia d'Ancora à Oia. Aujourd'hui, dernière étape au Portugal. Nous traversons un boisé charmant jusqu'à la frontière, puis prenons un bateau-taxi pour Aguarda en Espagne. En longeant la côte, nous empruntons passerelles en bois et sentiers forestiers et arrivons à Oia face à son monastère en bord de mer. 23 km, 5h45 de marche. Oui, bon, cette étape-là, c'est la seule étape, une chose qui est importante à dire aux gens, c'est que on marche à notre rythme. Puis, s'il y a des gens qui veulent partir très, très tôt, ils partent très tôt. S'il y en a qui veulent partir un peu plus tard, ils partent plus tard. Mais moi, là, habituellement, je pars avec les derniers. Je reste tout le temps avec les derniers. Je laisse pas de pèlerin en arrière de moi. Mais ce matin-là, c'est le seul matin que j'exige que tout le monde en parte en même temps parce que c'est facile de se tromper. Puis, c'est là qu'on traverse pour aller en Espagne. Donc, il faut savoir exactement c'est où qu'on se rend. Puis, puis on traverse en bateau-taxi. Le bateau-taxi nous débarque directement sur la plage. On saute du bateau-taxi sur la plage, mais les gens sont tellement gentils. Ils nous aident à débarquer nos sacs, ils nous aident et ils nous attrapent comme des gentlemen. Puis on repart sur la passerelle. Puis, c'est une très, très, très belle journée. Puis l'Espagne, on est en Galice. C'est le pays des eucalyptus, là, il y en a à profusion. Puis, on arrive au monastère. Cette étape-là, elle est trop longue pour la marcher au complet. Donc, on arrive au monastère, puis là, on appelle un taxi, puis on finit je pense que c'est 5, 6 kilomètres qui restent pour aller à l'auberge d'Estrella. Mhm. C'est tellement une belle petite auberge, puis encore là, c'est en bord de mer, c'est très, très beau. Puis, quand on arrive au monastère, si on est chanceux, on peut visiter le monastère, mais ça dépend des heures d'ouverture du monastère. Mhm. Mm. Hey, super. Jour suivant, courte étape plate en bord de mer, longeant route et agréable sentier. Bayona, l'une des stations balnéaires les plus prisées de Galice, a préservé son centre historique, ses plages de sable fin et ses monuments. Visitez la réplique d'une caravelle de Christophe Colomb et promenez-vous dans la magnifique forteresse de Monterreal, 18 km, 4h30 de marche. Ouais. Là, quand que j'ai écrit, c'est plat, c'est pas parce que c'est plat, mais plat. Mais il y a le choix, le chemin se divise à cette étape-là. Donc, on a le choix de faire un peu plus de kilomètres, mais en longeant le bord de l'eau qui est tout le temps plat, ou on peut traverser les montagnes. L'année passée, les filles avaient choisi de traverser les montagnes, ben, cette année, là, au mois de mai. Puis, vu que c'était les dernières, ben, j'ai été avec les filles en montagne parce que, en tout cas, pour être sûr que tout le monde est correct. C'est tellement beau, là. C'est tellement beau. On arrive en hauteur, on a une vue extraordinaire du bord de l'eau. Puis l'eau à cette place-là, c'est turquoise. C'est avec les pierres, c'est tellement beau. Puis on arrive à Bayona. Bayona, c'est une ville aussi très prisée des Espagnols qui vont en vacances. Il y a une forteresse extraordinaire. Je l'ai visitée. C'est très, très beau à voir. C'est, c'est, euh, c'est des médiévales. C'est Mhm. des médiévales. C'est vraiment beau. Mhm. Puis, c'est ça. Puis, on peut souper sur des terrasses. C'est vraiment, vraiment bien. Ouais. Génial. Je pense qu'on voit la forteresse là, sur les photos.
On continue, jour suivant. Donc, Bayona à Vigo, étape diversifiée pour cette dernière journée en bord de mer. Nous marcherons sur de belles plages jusqu'à Vigo avec son spectaculaire littoral. Plus grande ville de Galice, Vigo est un port industriel animé, offrant toutes les commodités et de nombreux attraits. 20 km de marche. Ouais. Quand on arrive à Vigo, on longe encore le bord de mer, puis à un moment donné, on va un peu dans la ville, puis il y a une place que le chemin nous fait passer directement sur la plage. Ça fait des magnifiques photos. Puis, puis c'est un moment aussi extraordinaire, là, un chemin de Compostelle qui passe sur une plage, c'est vraiment génial. Puis, cette étape-là, pour éviter le centre-ville, qui est vraiment très, très, très centre-ville dangereux, je fais traverser pour aller rejoindre le chemin qui est pas le chemin du bord de l'eau, là. Puis, on va rejoindre ce chemin-là, puis on arrête de dormir à l'hôtel au Padzo, qui est une des plus belles hôtels sur le chemin. Au fait, c'est notre plus belle place, c'est là. Puis, c'est ça. Fait qu'on traverse la ville. Il y a des flèches, mais c'est tellement mélangeant parce que c'est ça. À Vigo, il y a bien des aubergistes qui inventent des flèches pour qu'on se rende chez eux. Fait qu'il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, mais tout le monde s'est très bien rendu. Donc, après ça, on a évité la grosse ville de Vigo, puis on est comme en banlieue de Vigo, puis c'est fantastique. On longe un parc le lendemain, mais je vais te laisser lire le lendemain. Parfait. Donc, Vigo à Redondela, après la ville, donc le chemin vers Redondela offre des vues sur Vigo et le pont Randé à 1600 mètres via le sentier Sanda d'Agua. Arrivé sur la Via Lusitana, 17 km de marche. Oui, mais c'est ça que le matin, on part de l'hôtel, puis on longe un parc, un gros, gros parc avec des arbres immenses. Puis on longe une petite rivière, puis on arrive dans le parc Santa Diagua, c'est un peu comme le Mont-Royal. Tu sais, le parc du Mont-Royal, c'est un peu à l'écart de Montréal, mais qui a vue sur la ville. Bon, ben, c'est un peu comme ça. Puis, si on est d'une fin de semaine, il y a beaucoup, beaucoup de gens de Vigo qui viennent faire du jogging, du vélo, puis tout ça. C'est vraiment un beau parc. Puis après, on arrive à Redondola, qui est une ville comme médiévale quasiment. Il y a des vieux ponts, il y a des vieilles bâtisses, c'est vraiment beau. Ouais. Dans la galerie. Merveilleux. Jour 12, Redondela à Pontevedra. Donc, journée qui commence par une bonne montée. Nous traversons de jolis villages galiciens ornés d'oréos, les greniers à maïs, et de sentiers de pierre dans des forêts d'eucalyptus. Pontevedra, l'un des ports les plus importants de Galice, est une ville très intéressante. Tout le centre historique est à visiter, 19 km. Oui, cette journée-là, ben c'est ça. C'est beaucoup Là, on commence à voir beaucoup de Oreos qui sont les paniers que tu des pilotis. Je pense qu'il y a une photo oui. dans le. Oui. Je suis désolée de ne pas. Ah non, ça va. On arrive bien à suivre. C'est ça. Ben oui. Savoir beaucoup aussi de vignobles. Puis, Pontevedra, c'est vraiment une ville vraiment comme il y a des bâtiments extraordinaires, dont une église ronde. Je pense qu'on la voit aussi sur la photo. Puis on va dans cette église-là, on fait étamper notre passeport de pèlerin, notre spécial. Puis, ouais, c'est ça. Fait que
quand on arrive à Pontevedra, on est déjà arrivé avec un groupe que c'était un festival. L'ambiance dans la ville, c'était extraordinaire. Elle Mhm. pas mouillait, mais on sait jamais, mais c'est vraiment une belle ville. Les Espagnols sont tellement gentils, là. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de terrasses, puis de places publiques. Tu tournes un coin, il y a une place publique, puis après ça, tu sais, les places publiques, tout Oui, ce oui, qui est oui. plein de Animé. terrasses, OK. ouais. Ah, C'est vraiment une belle place, ouais. merveilleux. Jour 13, donc Pontevedra à Caldas de Reis. Nous quittons Pontevedra pour une étape qui se passe principalement en forêt et nous passons même en dessous des vignes. Avant d'arriver à la ville de Caldas de Reis, nous trouverons notre auberge sur la gauche près des fontaines d'eau, 19 km. Oui, c'est ça c'est vraiment fun, parce que là, on voit de plus en plus, comme je disais, les vignobles. Puis, belle surprise, on marche à travers un vignoble. Puis les vignobles en Galice et aussi au Portugal, les vignes sont pas comme en France ou dans d'autres pays. Euh, ils ont des poteaux de ciment, puis ils font courir des fils comme pour faire un plafond. Mhm. Puis les vignes, ils poussent là. Donc, eux autres, quand ils vont cueillir le raisin, ils se penchent pas. Ils prennent, c'est à leur niveau, à eux autres. Ah, ah. Ça fait comme si on passe en dessous du canopy de vigne. Ouais, c'est vraiment c'est original. Mhm. Puis, Caldas de Rey, c'est mon coup de cœur au, euh, en Espagne. C'est mon auberge préférée. C'est comme si on va chez une ma tante. Mhm. On se sent chez nous. Il y a une belle terrasse dehors. Elle a plein de petites tables. Elle a même des hamacs, une petite piscine. Puis on mange sur place. Ils nous servent dehors. C'est fantastique. Puis l'aubergiste est adorable. Hmm. Ouais, c'était vraiment une belle place. Un autre Merveilleux. place. Jour 14, Caldas de Reis à Padrone. Nous traverserons Padrone, possibilité de nous rendre à l'église Santiago où, sous l'autel, est conservé El Pedrón, la pierre qui, dit-on, servit à attacher l'embarcation, ramenant le corps de l'apôtre Jacques depuis Jérusalem. 23 kilomètres de marche. Ouais, euh, oui, c'est ça. Puis Hadron, c'est une ville vraiment emblématique sur le chemin portugais. Là, à ce moment ici, on n'est plus sur le chemin côtier, on a rejoint le chemin central. Euh, après Vigo, là, on est chemin central. Il y a plus de pèlerins, puis c'est plus ancien. Puis Padron, il y a un port à Padron, puis c'est là qu'ils ont transporté le corps à partir de Padron, qui ont transporté le corps jusqu'à Santiago. Mhm. Oui, si on est chanceux, l'église est ouverte. L'année passée était fermée, l'année d'avant était ouverte. Puis oui, c'est vraiment impressionnant de voir, ben, quand on pense que c'est là qu'ils ont attaché la barque, puis ils ont gardé la pierre, puis c'est tout vitré pour pas que ça se désagrège. Donc, ouais, c'est ça. Puis Mhm. ben, c'est quand même une grosse ville, mais on fait juste la traversée. Ouais. OK, parfait. Jour 15, Padrone à Omilladoiro. Je ne sais pas comment le prononcer. Avant-dernière étape de notre pèlerinage, nous traverserons campagne et forêt d'eucalyptus avant de rejoindre la grande ville de Omilladoiro. Petite étape aujourd'hui pour nous permettre d'arriver assez tôt à Saint-Jacques-de-Compostelle, 11 km de marche. Oui, ça, c'est une étape. Hey, je pense qu'on a. Ah non, OK. OK. C'est parce que je ne l'ai pas devant moi, puis j'avais une idée, puis en tout cas. Fait que oui, j'ai rajouté cette étape-là parce que
c'était trop long la dernière journée. On arrivait, puis on n'avait pas le temps de visiter, puis il fallait se dépêcher pour aller chercher la Compostela. Puis donc, on a rajouté cette journée-là, puis c'était fantastique. L'année Mm. passée, c'était un grand succès parce que on a commencé avec moins de kilomètres, puis on finit avec moins de kilomètres. Donc, on arrive frais et dispo à Mhm. Chicago. Donc, au Mirador, oui, c'est dur à dire. Euh, c'est quand même une belle ville. C'est une super belle auberge. Elle est neuve. Puis, c'est une belle ville qui a il y a un marché, il y a des magasins. Puis ça, là, on approche de Santiago, fait qu'on commence à sentir plus le côté touriste. Mhm. Puis, ouais, c'est ça. Fait que les gens ont amplement le temps d'aller se promener, d'aller sortir. Puis le lendemain, c'est la plus petite journée. Ouais. Mhm. Oui, il y a juste 8 kilomètres de marche. C'est la dernière étape. Donc, nous atteignons enfin l'emblématique cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Selon l'heure d'arrivée, possibilité d'assister au célèbre Botafumeiro à la messe du pèlerin aux alentours. En après-midi, après avoir récupéré votre Compostela, profitez de la ville et de ses multiples boutiques souvenirs. Oui. Fait que ce matin-là, on marche. La marche est vraiment différente. C'était la première fois l'année passée, puis on aurait dit que là, cette journée-là, on savoure les pas. Vraiment, parce qu'on sait qu'on n'a pas long à faire, puis on sait que c'est la dernière journée, puis on est beaucoup, beaucoup en forêt, puis avec des sentiers vraiment, vraiment, avec des petits ponceaux, puis c'est de toute beauté. Puis c'est vraiment spécial cette journée-là, que c'est plus on réalise que, oh là, là, ça finit, là. C'est la dernière journée. Fait qu'on la savoure tellement. Puis là, on arrive à Santiago, c'est sûr, là, c'est l'accomplissement. On arrive sur le parvis de la cathédrale. C'est les émotions. Quand on y pense, il y a des centaines de milliers de pèlerins qui arrivent là, au bout de leur pèlerinage, depuis plus de 1000 ans. C'est incroyable. L'émotion, Mhm. puis l'énergie qu'il y a dans cette place-là, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis, ben c'est ça. Là, on savoure la victoire. On est super content. Puis l'année passée, ben cette année, malheureusement, il pleuvait, donc puis il y avait pas eu, on n'a pas pu assister au Botea Fumeiro, mais l'année passée, oui. Puis j'espère tellement qu'on va pouvoir y assister cette année. C'est vraiment génial. Oui, ben c'est à la messe des pèlerins de midi, hein. Si je ne me trompe pas, là, c'est le grand encensoir qu'on voit. Pour ceux Oui, qui ne sont pas au courant, là, c'est l'encensoir, il est immense, il fait, je pense, 1,5 mètre de haut. Et puis, il le balance à travers, ben, au-dessus des pèlerins. Il le balance et puis ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Mais il faut qu'il y ait des pèlerins fassent un don on ne peut pas garantir qu'il va toujours, toujours y avoir le Botafumeiro, à moins de vous mettre ensemble, le groupe, puis de faire un don pour qu'ils puissent balancer le Botafumeiro, ben, mettre l'encens. Dans le fond, c'est pour encenser les lieux, là. Mm. ouais, Mhm. ouais. Ouais. Ça, ben, si les gens veulent voir que ça a de l'air, Mhm. il y a des YouTube, il y en Oui, a beaucoup, c'est Botafumeiro. oui. Puis, mais les chants, c'est toujours le même chant qui chante. Moi, ça fait quand même plusieurs fois que j'assiste. À chaque fois, je verse une petite larme. C'est Mhm. tellement intense d'accomplissement, Mhm. de grand bonheur. C'est faut le vivre pour le comprendre. Oui. Donc, puis après, ben c'est là, on a le temps d'aller se promener, on va porter nos sacs à l'auberge, puis les gens peuvent se promener, aller magasiner, puis on soupe ensemble, Mhm. puis c'est ça,
Puis une chose que j'ai pas dit, mais régulièrement, pas à tous les soirs, mais régulièrement, on, s- on se fait un petit meeting, puis on fait des cercles de parole. Puis si les gens veulent parler, s'il y en a qui veulent pas parler, ils sont pas obligés, mais on partage sur notre chemin. Euh, Mhm. ce soir-là, ben c'est tu partages avec le souper. C'est vraiment plaisant. Mhm. Merveilleux. Et jour 17, donc retour de Santiago à Porto, donc retour par train. C'est environ 4h30. Rendu à Porto, donc vous vous installez à l'hôtel, du temps libre pour profiter encore une fois de la ville de Porto. Et puis, vous allez donc au restaurant pour le dernier souper de pèlerin qui est inclus, donc un souper d'adieu. Puis, vous allez faire une dernière nuit à Porto avant de reprendre l'avion, donc le jour suivant vers Montréal. Oui, c'est ça. Mais le trajet, ça fait quand même bien. Ça a de l'air long, mais c'est pas si pire. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut reconnaître des places qu'on a marché. Que- Mhm. Puis arrivé à Porto, ben on arrive quand même assez tôt que on a le temps d'aller magasiner ou d'aller se promener ou de voir des choses que peut-être qu'on n'a pas vu la première journée. Puis, cette année, ce qui est le fun, c'est qu'on s'est organisé un petit groupe, puis on a été assister au chant traditionnel portugais, qui est le fado, je crois. Ah, Que, le fado. Oui, c'est beau ça. oh, tout Seigneur, on a été renversés. Oui. C'était tellement beau, là. Puis, Mhm. on a été souper, puis c'était vraiment génial. Mhm. Ah, Ouais. excellent. Merveilleux. Donc, je vais donner. Ah oui, c'est vrai, la préparation avant le départ. Veux-tu en parler un petit peu? Oui, oui. Moi, ce que je demande aux gens, c'est que ceux qui s'inscrivent, puis ben, Spirito va me donner les noms, puis je vais m'organiser, je vais vous contacter, puis je vais faire une rencontre en privé. Parce que des fois, les gens, ils ont des questions personnelles. Puis, tu sais, faire un chemin de Compostelle, c'est pas comme faire un voyage ordinaire. C'est une démarche. Mhm. Donc, des fois, les gens ont besoin de parler de leur démarche ou ils ont des questionnements ou des petits détails plus personnels. Ben, je trouve que la rencontre en individuel est très importante. Mhm. Puis, il y a aussi, j'offre une préparation technique, une journée de préparation technique sur Zoom aussi. Là, j'ai mon sac à dos prêt à partir. J'ai tout mis qu'est-ce que j'amène ordinairement. Puis, je défais mon sac devant les gens, puis j'explique, puis je donne des petits trucs, puis quoi amener, quoi pas amener, puis je donne des petits conseils de même de pèlerin. Mhm. Et puis, il y a aussi une ou deux marches préparatoires, dépendamment de la température puis de comment ça va se passer, mais à peu près 2 semaines avant le départ, euh, la préparation technique, c'est plus comme un mois à peu près avant le départ, parce que si les gens veulent acheter quelque chose d'autre, ben ils ont le temps en masse. Mhm. Puis la marche préparatoire est 2 semaines à peu près avant le départ Mhm. pour que, puis là, on marche avec nos sacs à dos comme s'ils étaient prêts à partir, Mhm. pour que les gens voient leur forme physique, s'ils sont assez en forme. Puis, si les sacs, comme il y en a une qui avait amené un sac tellement lourd, tellement gros que elle pouvait pas le porter. Fait que c'est moi qui l'avais porté dans la marche de préparation. Puis finalement, j'ai dit, garde ton sac est beaucoup trop gros. Fait que ça lui a donné le temps. Elle a été l'échanger pour un plus petit. Mhm. Fait que vraiment très important cette journée-là de marche de préparation pour vous tester et tester votre équipement. Mhm. Excellent. Merci, Sylvie.
même temps, ben, c'est là, toutes les gens se rencontrent, là, parce qu'on va quand même vivre 2 semaines intenses avec ces gens-là. Fait que c'est le fun que les gens commencent à se connaître avant, puis on se retrouve tous à l'aéroport, puis c'est vraiment, moi, je pense que c'est important. Tout à fait, Ouais, le tout à fait. contact, On commence à souder le groupe tranquillement, là. ouais, Mm. c'est ça. Même Ouais. si c'est une démarche individuelle, on y va quand même avec d'autres personnes. Mhm. Fait que, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, de Donc, quelques informations sur le voyage avant la période de questions. Donc, le prix en réservé tôt, c'est 3 199 par personne, taxes incluses. Ça, c'est en occupation double. Le réservé taux de 100 est valide jusqu'au 15 janvier 2025. Ensuite, c'est le prix régulier à 3 299. Le supplément en chambre individuelle, c'est 240 C'est juste pour 4 nuits en hôtel. Le reste du temps, vous êtes en auberge de pèlerin et c'est des dortoirs. Donc, on peut pas, même si vous payez le supplément chambre individuelle, là, c'est juste pour 4 nuits d'hôtel, c'est tout. Puis il y a c'est en quantité limitée, le nombre de chambres individuelles. On vous offre la possibilité de jumelage. Si jamais vous êtes toute seule, on peut vous jumeler avec une autre personne en chambre double pour les 4 nuits d'hôtel. Le reste du temps, comme je vous expliquais, c'est des dortoirs. Si c'est impossible de vous jumeler, Spiritour assume les frais additionnels. Donc, à ce moment-là, vous vous trouveriez dans une chambre individuelle. Mais si vous avez demandé d'être jumelé, on ne va pas vous charger les 240 pour ces 4 nuits d'hôtel-là. Tous les prix sont basés, oui, bon, le taux de change, je pense pas, ça augmente, là, on se garde toujours un petit coussin, donc à moins qu'il y ait vraiment une hausse énorme de l'euro d'ici le départ ou une hausse énorme du taux du carburant, du prix du carburant, mais sinon le prix est fixe. Ce forfait comprend donc le vol aller-retour Montréal-Porto avec Transat, 4 nuits en hôtel de catégorie budget, 12 nuits dans des refuges de pèlerins en dortoir, 4 petits déjeuners et 3 soupers, tous les transferts en train, bus et taxi, service d'une accompagnatrice, qui est Sylvie Cahouette, accompagnatrice de Spirito, 2 rencontres préparatoires et toutes les taxes. Le forfait ne comprend pas les repas non mentionnés au programme, les boissons, le transfert en bateau. Si on parle c'est-tu le taxi, le bateau oui, taxi? OK, ça coûte combien, ça? Ça ne va pas être trop cher. 6 euros. 6 euros, OK. Il faut payer sur place, cash. L'assurance voyage, donc ça, on peut vous aider avec ça si vous n'avez pas d'assurance voyage. Vous pouvez faire une soumission gratuitement pour l'assurance voyage Croix-Bleue, qui est reconnue internationalement. Les pourboires et dépenses personnelles, donc il faut prévoir un petit budget pour ça. Pourboires, ben, c'est ça, dans les hôtels, entre autres, là. Peut-être les chauffeurs aussi quand vous avez des services de transport. Après ça, le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, mais présentement, c'est gratuit. Ça se pourrait qu'il recommence à charger. C'est pour ça qu'on le met dans ce forfait ne comprend pas. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est géré par l'Office de protection du consommateur. Donc, présentement, il avait atteint le plafond. Donc, il continue de vous indemniser gratuitement tous ceux qui achètent un voyage par l'entremise d'une agence de voyage avec un permis du Québec. Donc, vous bénéficiez de cette protection financière-là qui vous permet, en fait, qui vous protège si jamais il y avait un avis du gouvernement d'éviter tout voyage non essentiel pour, je sais pas, une pandémie ou la guerre je sais pas, quelque chose comme ça, là, une grosse catastrophe naturelle. À ce moment-là, vous seriez remboursé. Parce que nous, à moins de 60 jours, c'est 100% non remboursable parce que nous, on doit payer tous les fournisseurs là, avant le départ. Donc, voilà, c'est très important d'avoir une assurance, pas juste une assurance soins médicaux d'urgence, mais une assurance annulation, justement parce que si jamais vous devez annuler,
Non, ben, parce que vous tombez malade, ben, le fonds d'indemnisation ne va pas vous couvrir. Ça vous prend une assurance annulation pour vous faire rembourser. Si jamais vous êtes malade, vous avez un accident ou qu'il y a de la mortalité dans votre famille, puis vous ne pouvez plus partir en voyage, ben, à ce moment-là, vous seriez remboursé par votre assurance annulation. Alors, comme je l'ai dit, on pourra vous assister là, par rapport à ça. La date limite d'inscription, c'est le 15 mars 2025. Mais je vous encourage fortement à vous inscrire avant le 15 janvier pour bénéficier du rabais réservé taux de 100 Pour vous inscrire, donc vous pouvez vous inscrire par le site Internet. Donc, en haut de la page web du voyage, à droite, vous allez voir, vous allez choisir votre option, si c'est en chambre double ou en chambre simple, et vous allez pouvoir donner votre dépôt par carte de crédit, remplir le formulaire en ligne. Sinon, vous pouvez toujours télécharger le formulaire PDF qui est sur la page web du voyage ou nous appeler pour qu'on vous l'envoie par la poste et vous pouvez envoyer votre formulaire et un chèque de dépôt de 750 par la poste pour réserver votre place. C'est possible aussi par virement Interact. Vous pouvez nous contacter, on pourra vous donner les instructions ou venir nous voir dans nos bureaux pour vous inscrire. C'est important de vous inscrire le plus tôt possible. Les places sont limitées à 15 personnes maximum. Documentation requise, donc tous les voyageurs canadiens doivent être en possession d'un passeport encore valide 3 mois après la date de retour prévue au pays. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez des questions, vous voulez vous inscrire, vous pouvez contacter Frédérique Lafont, qui est la coordonnatrice en charge de ce voyage. Donc, son nom apparaît aussi. Ses coordonnées sur le site web et dans le programme détaillé du voyage. Voilà, donc c'est déjà la période de questions. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat ou le Q et A pour questions. En fait, en français, c'est Q et R, questions et réponses. Vous pouvez aussi lever votre main. Donc, vous voyez dans le menu en bas, lever la main ou avec les émoticônes. Je pense que c'est, oui, si vous avez la version en anglais, c'est Raise Hand. Vous pouvez lever la main et on va vous permettre de poser votre question directement en live à l'accompagnatrice ou à moi-même. Vous pouvez aussi donner vos commentaires, ça va nous faire plaisir. Donc, juste à lever la main, on va vous permettre d'ouvrir votre micro et de parler directement. Alors, n'hésitez pas. Entre-temps, je ne sais pas si Sylvie, tu as des choses à rajouter? Oui, justement, une chose qui est assez, qui est très, très, très importante, primordiale, c'est que oui, il y a le passeport pour voyager, mais quand on fait un chemin de Compostelle, ça prend le passeport du pèlerin. Mhm. Et sur les chemins de Compostelle, il est aussi important que votre passeport. Quand on arrive dans une auberge, ils nous demandent notre passeport et notre crédential. Parce que c'est avec la crédentiale qui appose la détente. Puis, quand on arrive à Santiago, on présente notre crédential avec les étampes tout le long du chemin. Eux autres, ils vérifient si on a vraiment marché tout le chemin. Mhm. Puis, même que les 100 derniers kilomètres, il faut faire étamper 2 fois. Puis, avec ça, c'est notre preuve. Puis, avec ça, on va pouvoir avoir la Compostela, qui se trouve être le diplôme de pèlerin, comme quoi on fait le chemin. Donc, moi, je suggère aux gens, mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais je suggère aux gens de contacter l'Association du Québec à Compostelle, Mhm. qui est certifiée avec la cathédrale, le bureau de pèlerin de Santiago. Mhm. Eux autres, ils peuvent émettre une crédentiale ici. Donc, on part avec notre crédentiale d'ici. Puis, ce qui offre aussi cette association-là, il offre des marches de pratique, il y a des soirées de témoignages, il y a des présentations de films, il y a aussi des présentations de soirées techniques, là, Mhm. de OK. préparation De technique. préparation technique. OK, Donc, génial. moi, j'avais fait un ça
premier Compostelle, puis ils m'ont tellement beaucoup aidé et supporté. J'ai même fait partie du CA à un moment donné. Donc, c'est du bon monde. Puis, ça marche par région. Moi, je suis dans la région de l'Outaouais. Il y a les Laurentides de Montréal, euh, l'Estrie, Québec. Il y en a un peu partout. Oui. Fait que, c'est une suggestion. Sinon, ben, rendu là-bas, la première journée, quand on arrive à Porto, on va visiter la cathédrale de Porto, puis on prend une photo, on fait étamper, c'est notre première étampe au Portugal. Puis, à ce moment-là, à cette place-là, ils peuvent vendre des crédentiels. Fait que si jamais il y a quelqu'un que ça n'a pas fonctionné, ben, on peut acheter une crédentielle là. Parfait. Puis, on achète notre coquille là-bas. Ah. Ou l'association, des fois, j'avais une coquille d'eux autres aussi. Mais si on n'a pas de coquille, on peut acheter notre coquille qui se trouve à être l'emblème du pèlerin. On accroche la coquille à notre sac à dos. Si vous regardez, les gens, si vous regardez n'importe quelle vidéo sur YouTube, vous allez voir les sacs à dos, il y a un coquillage. C'est une coquille Saint-Jacques qui vient de Saint-Jacques de Compostelle. La coquille Saint-Jacques, c'est toute une histoire qui a rapport avec Saint-Jacques. OK, on la racontera pas aujourd'hui parce qu'il nous manque de temps, oui. Tu pourras la raconter, c'est une belle histoire, oui. C'était aussi d'acheter une crédentielle là, puis on Parfait. fait. Donc, Excellent, merci beaucoup, Sylvie. On a une question de Marie-Ève. Elle demande, est-ce qu'il y a un entraînement physique particulier à effectuer afin d'être en forme pour faire ce voyage? moi, je suggère de marcher au moins 5 kilomètres par jour dans le dernier mois, mettons. C'est pas une question de si on est capable de monter des montagnes ou quelque chose. Non, c'est de l'endurance. C'est plus marcher à tous les jours que d'être capable de marcher un 30-40 kilomètres. Tu comprends? C'est pas tant la distance, mais la constance qui est importante. Fait que marcher, puis moi, je suggère les 2 dernières semaines, marcher avec votre sac. C'est la meilleure façon que vos muscles vont se rappeler que, ah ben oui, on est habitué avec ça. Mais si vous ne pratiquez pas, ça va être un peu plus difficile, mais c'est faisable. J'ai été avec des gens qui s'étaient pas entraînés du tout, puis ils l'ont fait, là, C'est sûr qu'on le conseille pas par expérience, là, disons. Oui, après, avec nos 20 ans, on demande aux gens vraiment de bien s'entraîner parce que c'est quand même 20 kilomètres. Vous allez dire, ben, je suis capable de marcher ça 20 kilomètres, mais c'est de continuer après, le jour d'après, de le refaire, un autre 20 kilomètres, l'autre jour d'après, de refaire encore. Ça demande quand même de bien s'entraîner pour avoir cette endurance-là, hein? Hmm. Mhm. de temps en temps un 20 kilomètres. Mhm. C'est la Oui. compte. Ah oui, tu as raison, oui. Mm. Ouais. Mhm. Super. Merci beaucoup, Sylvie. Malheureusement, c'est tout le temps dont on disposait. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez les coordonnées de Frédéric au poste 207 chez Spirito. Vous pouvez l'appeler. Elle est là tous les jours de 10h à 18h, du lundi au vendredi. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Vous pouvez venir nous voir aussi au bureau ou aller sur notre site Internet et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Sylvie, je te donne le mot de la fin avant qu'on termine. Ben, merci pour votre compréhension, tout le monde. Je suis avec mon cellulaire, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, ben, j'apprécie beaucoup d'avoir fait cette présentation-là parce que moi, j'ai refait le chemin dans mes souvenirs, dans ma tête. Puis, ça va me faire un énorme plaisir d'accompagner d'autres gens dans cette démarche-là. Puis, au plaisir de vous rencontrer en, en Zoom, puis de marcher ensemble le 15 mai. Donc, Merci. je suggère, le chemin de Compostelle, c'est plus qu'un voyage. C'est plus qu'un voyage. C'est vraiment une démarche intérieure aussi. Hmm.
Super. Merci beaucoup, Sylvie. Un gros merci. Merci à tous d'avoir été avec nous.